Alors bienvenue dans ce portrait d'un de mes clients qui s'appelle Dominique Proudhon. Il est spécialiste de la gestion de conflits et de la négociation. En plus, Dominique sera sur scène pour Ironmind 3 qui aura lieu le 8 février 2020. Alors je ne sais pas à quel moment tu vas voir cette vidéo, mais tu as le lien pour participer à l'événement dans la description de cette vidéo, puisque c'est le seul séminaire français. Je te passe les détails, c'est un événement qui parle de mindset et de business. Donc aujourd'hui on est à Nîmes. On va aller l'interviewer parce qu'aujourd'hui la négociation est au cœur de tout ce qui se passe. C'est très simple, je vais te donner un exemple assez symptomatique. Moi j'ai un petit garçon qui a 3 ans, quand je dois l'empêcher d'écrire sur les murs, c'est de la négociation. Quand je dois négocier avec ma femme le fait de changer de chaîne, parce que moi je veux regarder le match du PSG et elle veut regarder Plus belle la vie, je sais c'est un peu un exemple cliché mais c'est aussi la vérité, et là il faut négocier. Donc on va aller l'interviewer pour qu'il nous réponde, pour qu'il nous parle justement comment gérer les conflits et aussi comment négocier au mieux pour surtout sortir de la négociation par le haut et pas par le bas en partant avec un conflit plutôt vers une négociation qui est positive pour chacun des différentes parties. En plus, Dominique fait partie de mon groupe d'entrepreneurs que je suis sur plusieurs mois. Donc la Nouvelle Indépendance, c'est un groupe d'élite que je suis sur plusieurs mois. Donc on va aller aussi le questionner sur ce qu'il a suivi durant ces différents mois avec moi en accompagnement pour son business et pour son entreprise. On y va tout de suite, on va passer Dominique sur le grid. Allez, c'est parti. Salut Dominique. Salut Franck. Merci de m'inviter chez toi. C'est un plaisir de te recevoir à Nîmes. Okay, avec plaisir. Écoute, bienvenue dans le froid nîmois. Ouais, parce qu'il fait un peu frais. Tu m'avais vendu que c'était bon, que c'était chaud, et puis finalement c'est un peu frais. Et on se fera pas la plage. Les nanas, c'est pour la prochaine. Exact. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour toutes les personnes qui vont voir cette vidéo? Rapidement, je m'appelle Dominique et ma passion, moi, c'est tous ces endroits dans les relations humaines où quand ça va pas comme on l'a prévu, on devient con. Et on crée plus de difficultés qu'autre chose parce qu'on a des réflexes qui sont des mauvais réflexes dans notre façon de réagir. Et donc j'ai vu beaucoup de gens rentrer en conflit. D'abord pendant mon premier métier, parce qu'au départ je suis chercheur en génétique et en biologie, donc j'ai travaillé dans le monde des labos. Et j'ai vu pas mal de tensions, de désaccords, de conflits entre les gens que je ne comprenais pas. Et souvent des conflits qui étaient plus graves que le problème de départ. Et puis après, je me suis pris de passion pour ça. Et un jour, pour des raisons variées, j'ai décidé d'arrêter la recherche et de passer dans ce domaine-là, de me spécialiser dans comment être plus habile, plus agile, plus intelligent et mieux se servir aussi des situations de tension quand on ne se comprend pas. Voilà. Et ça, c'est devenu mon expertise. Donc aujourd'hui, j'interviens en tant que facilitateur et en tant que médiateur en entreprise. Et j'aide des partenaires, des équipes, etc. à devenir agiles et efficaces dans la gestion des problèmes. Ok. Donc en gros, tu évites le conflit, ou tu évites le conflit ou tu le résous, ou les deux? Je rentabilise le conflit. En fait, les gens confondent désaccord et conflit. Un conflit, c'est un désaccord qui a mal tourné. C'est-à-dire où il y en a un des deux qui a réagi d'une façon qui fait qu'on n'a pas pu communiquer, ça bloque. Souvent, il y a des jeux d'ego qui se mettent en place et on se retrouve dans un conflit. Et le conflit, c'est un désaccord pas résolu qui reste dans le cœur des gens et qui commence à polluer le reste de la relation. C'est-à-dire qu'après, tu payes le prix parce qu'à d'autres endroits, ça va choper, puisque tu m'en veux, je t'en veux, on n'a plus confiance et tout. Et donc, c'est des trucs qui nous pourrissent la vie. Et dans le business, ça a des conséquences qui sont énormes. Moi, j'ai vu des boîtes, des partnerships s'arrêter, des boîtes couler à cause de problèmes de communication uniquement. Les gens pensaient que c'était un problème technique, c'est la relation qui a coulé. Et voilà, donc pour moi, ce que j'apprends aux gens, c'est qu'en fait, le désaccord, ça se rentabilise. Quand on est un bon businessman, quand on est un bon chef d'équipe, quand on est un bon manager, un bon entrepreneur, à chaque fois qu'il y a une cafouille, une galère, et c'est la vie du business, chaque fois qu'il y a une cafouille, si je suis bon dans la gestion des galères, je crée de la cohésion, je crée de la confiance, je crée des relations comme ça avec les gens, et après mon business, il explose, parce que les gens ils seront toujours prêts à faire le petit pas de plus pour moi, parce que je ne les ai pas pourris quand j'aurais pu les pourrir comme tout le monde le fait, parce qu'on a des mauvais réflexes. Ok, donc ça veut dire que être à l'écoute, c'est pas se plier. Ah non, être à l'écoute, c'est créer une possibilité de négociation. En fait, mon métier, moi, il est juste en amont de la négo. C'est-à-dire que pour pouvoir négocier, il faut pouvoir s'asseoir intelligemment autour de la table et voir c'est quoi ta vision, c'est quoi ta perception, c'est quoi tes besoins, c'est quoi les miens et qu'est-ce qu'on fait. Mais pour faire ça, il faut pouvoir communiquer de manière apaisée. Maintenant, si avec quelqu'un avec qui je bosse, ça ne se passe pas comme prévu et que ça m'irrite, et que mon irritation elle se met en travers,
on ne va pas pouvoir négocier bien derrière parce qu'on est en dispute. Et donc moi ce que j'apprends aux gens, c'est à éviter de passer dans le conflit, dans la dispute, et à rentabiliser le conflit. C'est-à-dire s'il y a une galère, c'est mon métier de transformer ce truc. Et donc ça commence par l'écoute. L'écoute crée une possibilité de se rencontrer, m'évite d'aller dans mes réflexes automatiques. Et là, j'ai une possibilité de trouver des solutions que je ne peux même pas imaginer. Parce que je garde ma capacité, ma compétence de communication. Alors, soit ça marche, et je gagne, tu gagnes, bingo, ça fonctionne. Soit ça ne marche pas, et je peux toujours retourner au contentieux, comme on le fait d'habitude, à dire non, j'en ai marre de me faire avoir, ça ne va pas, moi, stop, j'arrête. Je peux passer au conflit, je peux prendre un avocat, etc. Mais c'est un passage obligé pour moi. Donc l'écoute, la prise en compte du point de vue de l'autre, c'est un atout pour un négociateur. C'est là que ça commence, parce que là, on peut créer des possibles. Et si je rate cette opportunité d'écoute, et que je commence tout de suite dans le dur, dans la confrontation, même si je t'écoute après, tu seras suspicieux que c'est encore une stratégie pour mieux avoir mes besoins remplis et t'avoir. Donc tu ne seras pas en confiance. Je ne sais pas si j'ai été clair. Ouais, si, c'est très clair. Est-ce que tu penses qu'il y a des situations où le conflit est inéluctable? Et toi, en tant que justement de spécialiste du gestion de conflit, de la négociation, est-ce que tu penses qu'il y a des moments où on doit aller au conflit justement? Ah oui, il y a des situations où on doit aller au conflit. Le tout, c'est de ne pas dégainer trop vite. C'est-à-dire que si je suis... Pas écouter trop ses émotions, quoi. C'est ça. Ça me parle, ça. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Si je suis un peu sanguin, tu vois de quoi je parle, si j'ai ce caractère un peu sanguin, le pari que je fais, c'est qu'il y a plein de situations dans lesquelles je vais dégainer trop vite et je vais me créer des conflits qui sont inutiles et de la souffrance, de la cogitation, ça me prend de l'énergie, je galère parce que j'ai tiré trop vite. Donc, en gros, le but, c'est d'avoir plusieurs cartes dans son jeu. Et la première carte, en général, c'est hop, je gère mon émotion, je communique comme un pro, j'ouvre la négociation, et on voit ce qui se passe. Et si le négo ne va pas, là, je vais m'apercevoir, après avoir échangé avec toi, que si ça ne va pas, eh bien, le conflit, il est inéluctable, et donc, tu veux aller au conflit, très bien, on monte au conflit. J'y vais. Mais à la limite, si j'y vais, c'est ton choix, déjà, c'est qu'on n'a pas pu s'accorder autrement, ou c'est que je défends mes intérêts et que je considère que tu abuses. Et là, j'y vais avec raison. Donc, pour moi... Tu as les arguments et tu as les billes, quoi. Tu as fait le truc en amont, quoi. Voilà, je suis sûr, si j'y vais, que je n'ai pas raté l'option. Parce que j'ai été agile, j'ai posé les bons actes, les bons mots, j'ai donné de l'écoute, j'ai répété, j'ai essayé de comprendre, j'ai posé des questions, j'ai cherché des options. Et s'il n'y a pas d'option et que je décide de monter au conflit, alors là, j'y vais parce que je sais que c'est la seule vraie solution. Et il y a des situations dans lesquelles il faut aller au conflit. Est-ce que tu penses que les sentiments sont indispensables à la négociation ou est-ce qu'il faut mettre de côté ces sentiments pour la négociation? Ah, c'est une très bonne question. Une très bonne question. Alors, je pense que les sentiments, ils font partie de toute négociation, ils font partie de toute prise de décision. D'ailleurs, en neurologie et dans l'étude du comportement, on a montré, ça c'est prouvé scientifiquement, qu'un humain ne peut pas prendre de décision s'il n'y a pas une part émotionnelle dans ses décisions. Donc même le gars qui se croit le plus rationnel, parmi les options possibles, il fait ce choix-là parce qu'il y a un petit côté d'émotion qui fait basculer sur ce choix-là plutôt que l'autre option. Donc il y a toujours de l'émotion. Ça, c'est la première chose. Mais quand on veut être un bon businessman, un bon négociateur, il y a des moments où il faut être capable de mettre les émotions en attente. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il faut les éliminer, elles sont là. Les émotions, c'est un signal que j'ai des besoins qui sont en danger. Et donc, il faut l'écouter, ça. Par contre, il ne faut pas forcément laisser l'émotion apparaître à ce moment-là. Il faut décider quand on l'exprime et de quelle manière on l'exprime. Donc, c'est une chose de choisir à un moment donné de se mettre en colère parce qu'on pense que c'est la meilleure option à ce moment-là pour se faire respecter, donc de taper du poing sur la table. C'en est une autre de laisser la colère prendre le guidon, taper du poing sur la table, et moi je vois que la colère a tapé du poing sur la table, mais je ne contrôle pas du tout ce que je suis en train de faire. Donc la maîtrise émotionnelle, ça fait partie de l'agilité relationnelle. Okay. Donc il faut maîtriser ses sentiments. Et qu'est-ce que tu aurais comme conseil aux gens qui regardent cette vidéo parce que c'est vrai qu'on est pris un peu là-dedans, même dans la négociation, on en parlait tout à l'heure en off, imaginons que tu annonces le prix à ton client, et que ton client te dit « oh non, c'est trop cher » ou machin, tu te sens un peu... giflé, quoi. Tu te dis, ah merde, comment ça mon prix est trop cher? Parce que toi, on a toujours une estime de soi qui est supérieure. On se dit, je sais de quoi tu parles. on se dit, bah non, mon prix est bon, quoi. Pourquoi voilà. Je ne comprends pas pourquoi il trouve trop cher après tout ce que je fais. Là, et ce que je fais par rapport à la compétition, etc. Je suis bon, quoi. Donc comment tu fais justement pour analyser ces sentiments-là et pour rentrer dans une négociation positive? Alors j'aime pas trop le terme, mais pour rentrer dans une négociation où voilà, tu arrives à
à tirer plutôt vers le haut cette négociation? Alors, je ne vais pas répondre que à ton exemple, je vais généraliser un petit peu, puis je reviens à ton exemple. Par rapport aux émotions, il y a 2 outils principaux. Le premier, c'est d'être capable de détecter très vite si le thermostat émotionnel monte trop fort, que j'ai trop peur, ou que je suis trop triste, ou que je suis trop en colère surtout. Si ça va trop vite, je vais dire et faire des conneries. En égo, je vais abattre mes cartes trop vite, ou je ne vais pas abattre mes cartes au bon moment parce que j'ai peur de les abattre et ça aurait été le bon moment de le faire. Donc si je sens que je ne suis pas clair parce que l'émotion est trop forte, la stratégie à avoir, c'est toujours de disposer d'une stratégie de désengagement. C'est à cet instant-là de s'acheter du temps. Et ça peut être, je m'achète 1 minute, ou je m'achète 1 nuit, ou 2 heures, ou 2 jours. Mais on reviendra à cette discussion, mais je ne rentre pas en matière dans la négo, dans la discussion. Donc attends, je veux prendre un peu de recul. Parce que je sens qu'à ce moment-là, je suis pas fonctionnel. En fait, ce qui se passe, c'est que quand l'émotion est trop forte, il y a les parties émotionnelles du cerveau, les parties limbiques du cerveau, qui jouent comme un disjoncteur sur les parties du cortical supérieur. Et donc, on perd plusieurs compétences de notre cerveau cortical, au niveau de la prise de décision, au niveau de l'empathie, de la prise en compte des besoins de l'autre pour négocier, et au niveau de la perception des choses, on voit plus de danger qu'il n'y en a. Le moindre signal, le moindre petit froncement de sourcil de l'autre va nous paraître être une menace parce qu'on est en mode défense. Donc, comme mon cerveau est en mode défense, je deviens irrationnel, je vois du danger partout, et je risque d'agresser ou d'avoir trop peur de ne pas me positionner alors qu'il faut que je me positionne. Donc quand je sens que c'est trop chaud, il faut toujours que je dispose de la petite boîte secrète, c'est je désengage. Et désengager, ça s'apprend, c'est des toutes petites phrases très courtes. Ça peut vouloir dire à la personne, Pas te faire foutre. non, mais ouais, voilà. Là c'est un désengagement, tu payes le prix après. Mais c'est une option, c'est la version maestre. Ça. Ouais, va te faire foutre. Va te faire foutre, ça va. Et puis après tu reviens. Bon, je voulais te dire. T'as l'air un peu con quand même. Voilà, C'est quoi les petites phrases par exemple? Pour éviter d'avoir la petite phrase par exemple, c'est écoute, ok, je comprends que pour toi ça te paraît pas faisable, en tout cas ça te paraît trop cher. Écoute, laisse-moi un petit peu de temps, je vais réfléchir à ce que je peux faire éventuellement avec ta réaction et si je peux revenir vers toi avec une proposition. Par exemple, ça peut être ça. Simplement. Ou si j'ai quelqu'un qui est en colère parce que j'ai fait quelque chose qui ne lui convient pas, je lui montre que je comprends. Ok, je comprends que ça ne te convient pas, que tu n'es pas content et que tu veux que je fasse un geste. J'entends. Je te rappelle demain. Donne-moi une nuit. Voilà. Et c'est pas une demande, hein, c'est, tu vois, le ton, c'est positionné. Donc en gros, c'est un endroit où je dis à la personne, je décroche, pas maintenant. On va le faire, mais pas maintenant. Okay. Et donc il y a plein de façons de le faire avec ses clients, etc. Donc dans l'exemple que tu prenais, justement, c'est de dire à la personne, ok, bah écoute, je suis surpris de ta réaction, je ne m'attendais pas à ce que tu me dises que ce soit trop cher. Alors, je ne sais pas, ça veut peut-être dire que l'intérêt de ce que j'apporte, tu ne le perçois pas complètement, du coup ça te paraît trop cher par rapport à ce que tu peux voir, donc je me suis peut-être mal exprimé. Ou ça veut peut-être dire simplement que tu es sur un niveau de ressources ou de dépenses financières qui est différent de celui que j'avais pensé. Moi j'ai besoin de plus d'infos là-dessus, j'ai besoin qu'on en rediscute, mais ce que je te propose c'est on laisse passer une nuit, ou on laisse passer 2 heures, je te rappelle à 5 heures. Voilà. C'est ce genre de choses-là, le décrochage. Tu vois, c'est une petite phrase. Et ce que j'ai constaté, en fait, c'est, tu vois, c'est con comme stratégie. Et la plupart des gens, s'ils ne se préparent pas à faire cette petite phrase, quand ils sont à chaud et que le curseur émotionnel il est très fort, ils n'ont pas d'outils. Et comme ils ne l'ont pas, c'est le comportement automatique de soit je me replie, soit j'agresse, non mais tu me prends pour un con, machin, ou bien sûr. non mais tu piges pas la valeur de... Tu te rends pas compte que ce que je fais par rapport à la compétition, c'est énorme. Et là, je rentre en confrontation. Et dès que j'essaie de convaincre l'autre, je le mets en position basse et je me mets en position haute. Et là, c'est pas une bonne façon de négocier. Pour bien négocier, il faut toujours chercher pendant le maximum de temps une équitabilité. Je te respecte, tu me respectes, tu respectes mes besoins, mais je respecte les tiens. Ça, c'est important. Mais comment tu fais ça? Parce que là, on a parlé de négociation business, mais la négociation, c'est aussi dans la vie de tous les jours. Ouais. Imagine, tu t'embrouilles avec ta compagne ou ton compagnon. Tu peux pas lui dire Pop, laisse-moi une nuit pour savoir si on va changer de programme télé. Bon, je schématise un peu le truc, tu vois. Ça marche pas, là. Comment tu fais? Alors après, dans la vie, faut pas vivre avec des gens, c'est une problématique. Non. Maintenant, si tu peux. Si tu peux. Après, il faut trouver les bons mots, mais avec ta compagne, par exemple, tu peux dire, écoute, ok, je suis désolé, je comprends que tu n'es pas contente, etc. Moi, je veux qu'on en reparle, mais là, moi, si j'en parle, là, je vais monter dans les tours, et je vais faire des conneries, et je vais te faire mal, et je vais me faire mal. Il est hors de question que je nous fasse mal.
D'accord? Donc on en parlera, mais on en reparlera ce soir. Ok. Là, j'arrête. Après le câlin. Là, je sors. Voilà, Voilà, je sors. c'est ça. Bah, je sais pas toi, mais si j'avais un conseil à donner au mec en général, si tu t'embrouilles, c'est pas le moment de faire un câlin, parce qu'en général, elle va t'envoyer péter. Hein. Ouais. C'est Faut que pas tout soit clean. le coup du câlin, tu vois, c'est ah ouais, tu me fais pas beaucoup de câlins, et comme par hasard, maintenant que je vais pas bien, là, tu viens me faire un petit câlin. Non, on va te faire. Bon, voilà. Donc, tu vas te faire recevoir avec le petit câlin. Ça marche pas, ça. À ma connaissance, hein. C'est rare. Ok. Bah écoute, on va passer dans la seconde partie de de l'interview. Moi, je voudrais qu'on parle un peu plus de comment on s'est connus. Comment tu m'as connu, et surtout, pour moi, c'est important parce que je pense aussi que ça fait partie globalement de la négociation, c'est la confiance. Donc, comment tu m'as connu et qu'est-ce qui a fait que tu m'as fait confiance? Parce que tu sais, sur Internet, les gens peuvent te voir et te dire waouh, machin, il a une barbe. Alors, je me mange beaucoup de commentaires sur ma barbe et tout. Et je comprends d'ailleurs aussi ça, parce qu'il y a une distance qui se fait par rapport à Internet, même si ça rapproche en même temps, ça éloigne. Ouais. Donc, vraiment, comment tu m'as connu et qu'est-ce qui a fait que tu as attribué ta confiance? Alors, comment je t'ai connu? Je t'ai connu parce qu'il y a déjà pas mal de temps, je me disais, je vais faire des vidéos. J'ai envie de passer mon message en vidéo sur YouTube et autres. Or, j'ai toujours pas été très actif sur ce terrain-là, mais en tout cas, c'était dans la tête. Et je me disais au début, je vais essayer moi-même. J'ai pas envie d'acheter une caméra vidéo assez coûteuse. J'ai pas envie de recruter quelqu'un. Je sais pas ce que ça va donner. Puis moi, j'aime bien me bidouiller, faire les trucs moi-même. Ça me donne beaucoup de plaisir. Donc, je voulais bricoler mon truc. Et donc j'ai cherché tourner ces vidéos YouTube avec smartphone. Et je suis tombé sur un mec qui s'appelait Franck Maes, qui n'était pas encore barbu à l'époque d'ailleurs. Hein. Il était encore beau avant. À l'époque. Voilà. Donc, il n'avait pas de lunettes de soleil. Et il n'avait pas de lunettes de soleil. Tu n'avais pas encore choisi ton look. Quoi. Donc j'ai commencé à suivre tes vidéos, j'ai trouvé que c'était vachement bien foutu. C'était du concret, du pratique. On sentait que tu maîtrisais ton truc. Il y avait aussi la crédibilité parce que tu avais fait un moyen métrage, je crois, qui avait été primé et tout. Donc tu sais ce que c'est que de monter, de scénariser, etc. Mais tu le fais avec un appareil que moi aussi je peux te bidouiller. Ça c'était un truc de crédibilité. Donc j'ai commencé à suivre tes vidéos et ça m'enthousiasme. Je me suis dit, je vais le faire, il faut que je fasse. Machin. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Voilà. Et puis après, j'ai vu évoluer un petit peu ton style. Il y a la barbe qui a commencé à apparaître, à pousser. Voilà, je me disais, il se rase plus, qu'est-ce qui lui arrive? Il est en déprime. Et non, c'était ton look. Voilà. Et alors pour rien te cacher, pour moi, ça a failli être rédhibitoire, ça. Parce que avec la barbe, il y a beaucoup de clichés qui sont attachés. Et la barbe plus les lunettes de soleil, ça crée plein de films parasites qu'on se met dans la tête. Et donc pour moi, tu étais moins accessible avec la barbe. Sauf que il y a deux choses qui m'ont titillé. La première, c'est que, moi j'aime bien quand tu parles parce que c'est simple. C'est un mec normal de la vie de tous les jours. Tu as raconté ton histoire aussi. Hein. Tu faisais des livraisons surgelées, etc. Et tu es passé, tu as osé. Donc d'abord, le mec, il ose. Et il parle de manière très cohérente de ce qu'il sait faire avec le smartphone et tout, j'ai confiance. Et puis, il ose se choisir un look. Ouais. Et un look qui n'est pas facile, parce qu'il faut quand même l'assumer, hein, ton look, parce que ça crée beaucoup ça peut d'animosité, etc. C'est pas neutre. Ouais. Donc, il se dit, il faut que je prenne un look, il prend un look dangereux, il se prend des claques dans la gueule, mais il assume. Ça me donne confiance, moi. Ça me donne confiance. Et puis aussi, au lieu de jouer le truc de vouloir plaire à tout le monde et être un peu comme moi, un peu normal, tu vois, tu as choisi un look qui est très tranché. Et moi, je suis assez admiratif de ça. Faut oser quand même. Donc, pour moi, c'était une expérience de voir comment tu allais assumer ça dans la durée. Ce que Franck Maes allait devenir, puisqu'on a largement quitté le champ de tourner avec son smartphone. Voilà. Et puis, quand tu as proposé Iron Man 1, etc., je me suis dit, c'est sympa parce qu'il a un peu délire. Il m'a surpris déjà. Donc là, il va forcément me surprendre. Ça va être du show. Il va se lâcher et ça va pas être que lui, moi, mon discours, ça va être aussi, on va s'amuser, quoi. Voilà. Donc j'ai eu envie de venir voir et je n'ai pas été déçu. Ouais, donc puisque tu étais à Iron Man 2, je tiens à le préciser, donc Dominique était à Iron Man 2 dans le public et à Iron Man 3, alors je ne sais pas quand est-ce que les gens verront cette vidéo, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'ils vont la voir sur YouTube, il sera sur scène. Donc voilà, il sera sur scène pour nous parler de la négociation. Donc ça sera un beau pari aussi. Non, ça fait flipper, ça. C'est là que c'est intéressant. C'est quand tu flippes pas, c'est que c'est pas bon. C'est un challenge. Tu as rejoint mon programme aussi de la nouvelle indépendance.
Je voudrais savoir qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce que ça t'a permis de faire, ce programme-là, alors que ce soit au moins au niveau pratique, s'il y en a, mais aussi au niveau des éléments que ça t'a permis de débloquer au niveau de ta psychologie globale ou au niveau de ta compréhension du marketing et des réseaux sociaux. Alors, pour moi, la nouvelle indépendance, c'était un peu un pari. Le pari de me dire, allez, je passe à l'action, et pour passer à l'action, il faut que j'enclenche un acte et que je déclenche le truc avec quelqu'un qui sait faire, qui va être un accélérateur. Et comme j'ai vu la croissance de ton business et de ton activité, et le fait que tu as commencé vraiment à gagner ta vie avec ça, et que ça marchait bien, et qu'on peut être créatif, qu'on peut inventer des choses, j'ai préféré le faire avec quelqu'un d'atypique, de créatif, de pas standard, et de profiter de ton savoir-faire et de tes apprentissages, notamment autour de la chaîne YouTube, parce que ça reste pour moi un fantasme, ça, un truc important. Voilà, donc j'ai rejoint la nouvelle indépendance pour me faire un coup de boost. Un coup de boost, voilà, pour démarrer, et faire partie d'une communauté, etc. Et profiter de ton savoir-faire. Alors bon, là, j'ai pas été déçu parce que, alors d'abord, au niveau du cadre, au niveau de l'ambiance, de la folie un petit peu, parce que tu nous as concocté un parcours dans un endroit assez spécial, avec des tas d'événements et tout, donc il y avait plein de surprises. Donc tu as ce sens de la scénarisation dans plein de petites choses, dans la journée, mais aussi dans l'ensemble du séjour. Donc ça, c'était intéressant, parce que c'était plein de surprises. Moi, j'ai été bluffé par la quantité de choses que j'ai appris, et des choses que j'ai pas pu apprendre parce qu'il y en avait trop pour moi. Parce que je suis pas du monde de médias sociaux. J'ai fui ça pendant longtemps. Pourtant, ça va mieux quand même, globalement, je trouve, quand même, dans la compréhension, quand on échange. Ah oui, ouais. Quand on échange, je commence à savoir un petit peu de quoi je parle. Même si les médias sociaux, pour moi, ça reste un énorme bouffeur de temps et un truc qui me fait peur parce que tu mets le doigt dedans et tu passes ta vie. Voilà. Donc voilà, d'un côté, en prod comme de l'autre côté en tant que... Voilà. Donc les médias sociaux, c'est un truc que je n'ai pas encore bien apprivoisé. Donc il y a des trucs que tu as partagés. Alors tes manuels, ils sont nickel, ils sont super classe. Avec des photos, comment faire, machin. Donc on a un branding qui est nickel et quelque chose qui est très facile à suivre. Donc GetResponse, ClickFunnels, machin, enfin tous les outils de base. Tu as fait venir des spécialistes dans différents domaines, YouTube, Facebook, les webinaires et tout ça, qui nous ont partagé des pépites. Et moi j'ai appris énormément de choses, mais j'ai eu plus que ce que je pouvais noter. Et donc, heureusement qu'il y a les tournages qu'on peut revoir. Et donc de temps en temps j'y retourne, je réécoute, je reprends des morceaux. Donc moi ce que ça m'a apporté, ça me donne un coup de boost. 2, j'ai pris beaucoup de plaisir. 3, j'ai rencontré d'autres gens dans le groupe avec des profils très variés. Et c'était très sympa d'être ensemble dedans avec des besoins, des expériences très très différentes. D'essayer de créer cette cohésion, cette famille, et de rentrer dans cette dynamique-là. Moi, j'ai beaucoup aimé les partages avec les uns avec les autres. On s'est bien marré aussi. On s'est bien marré, ouais. Puis, on a bossé, mais on s'est bien marré. C'est ça. On a bossé, on s'est marré, on s'est pas pris au sérieux tout en bossant énormément. C'était vraiment sympa. On s'est régalé aussi. Il y avait des bons moments. Voilà, j'ai failli me noyer parce que aller se baigner quand on a trop bouffé, c'est pas facile. Mais voilà, sinon c'est bon. Et comment ça fait évoluer aussi ta vision des choses? Parce qu'en off, on s'était dit, tu m'avais dit, quand j'avais dit à Dominique, ouais, j'aimerais que tu témoignes, faire un portrait de toi et qu'on parle justement de ce que tu as fait au niveau de la nouvelle indépendance. Tu m'as dit oui, mais moi directement, c'est vrai que, parce que j'essaie toujours d'être transparent moi, avec tout ce qui se dit, parce que ça évite les fantasmes, j'essaie de le répéter régulièrement. Tu m'as dit ouais, mais moi directement, ça m'a pas vraiment rapporté, mais c'est plutôt indirectement. Donc justement, comment indirectement ça t'a... J'allais y venir justement, là je suis rentré un peu dans le détail. Donc en gros, ça m'a apporté des outils et de me montrer que c'est faisable, je peux le faire. Et c'est faisable. Il l'a fait, puis je sais comment faire maintenant. Donc j'ai commencé à bidouiller tout ça. Et puis j'avais mon activité business normale, traditionnelle, qui prend beaucoup de temps. Je suis beaucoup en mission, donc ça a un peu périclité. Donc c'est un stand-by. Voilà, il faut que je reprenne le webinaire, que je le retravaille, que les funnels, tout ça. Mais ce que ça m'a apporté de la confiance en moi, déjà. Et du coup, même si j'ai pas forcément encore eu le temps de mettre en application, parce que... Et d'ailleurs, je t'avais dit quand je suis rentré dans le programme, je suis pas prêt parce que j'ai des gros trucs, des contrats que j'ai pas finis, je suis emmerdé avec ça, je vais pas avoir beaucoup de temps.
Donc je suis venu voir, mais je ne pouvais pas mettre en application à la même vitesse. Donc je suis en décalage par rapport aux autres du groupe. Donc je n'ai pas super appliqué. Par contre, ça a complètement changé ma posture intérieure. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'après le Lenny, j'ai des prospects qui sont venus vers moi, qui avaient des besoins sur de la négociation. C'est des gens qui gèrent une boîte et tout ça, qui avaient des problèmes de conflit en interne. Et là, j'ai carrément proposé un tarif qui était 2,5 fois mon tarif d'avant. Mon tarif d'avant, et c'est sorti comme ça, sans sourciller, c'est ce que je sais faire. Donc ça m'a donné de la confiance. Voir ce que les autres font dans des domaines très divers, ça m'a donné de la confiance dans ce que je peux faire. Et te voir, toi, être capable de nous expliquer ta propre expérience, ton propre chemin, et de voir que toi, tu as réussi, ça donne du courage. Et ça permet de s'auto-évaluer, ça donne une sorte de grille. Donc moi, ça m'a donné de la confiance, tout simplement. Et du coup, j'ai augmenté mes tarifs, et donc j'ai pas fait de vente directe en ligne via webinaire et tout, parce que j'ai pas encore suffisamment travaillé ça. Mais par contre, dans mes approches clients standards, j'ai carrément changé de jardin. Et il y a des gens qui continuent à me solliciter, auxquels je dis non maintenant parce que c'est plus le tarif auquel j'ai envie de me vendre. Donc ça a changé ma posture. Ok. Donc tu vas être orateur à Ironmind 3. Donc le 8, je précise que c'est le 8 février 2020 pour ceux qui n'ont pas pris encore leur place et que le lien est dans la description de cette vidéo. Est-ce que tu peux nous donner quelques petites infos croustillantes pour donner l'eau à la bouche des gens qui vont regarder cette vidéo, tu sais, qui se disent putain merde, il est sympa le Dominique là, j'aimerais bien le voir en vrai là, parce que moi en négo, parce que la négo c'est quand même un des arguments indispensables, que ce soit d'ailleurs dans la vie de tous les jours, parce que les gens qui te disent moi je négocie jamais, c'est faux. Moi je donne très souvent l'argument de mon fils quand il veut écrire sur les murs, je suis obligé de négocier avec lui pour pas qu'il écrive sur les murs. Donc c'est un truc qu'on a tous les jours, que ce soit dans le business ou que ce soit dans la vie de tous les jours. Donc, qu'est-ce que tu aurais comme petites infos à dire? Bon, écoutez les gars, il faut venir à Ironman parce que là, je vous réserve ceci, c'est ça. Eh bien, alors quelques petits... un petit point de vue sur ce que j'envisage de faire, en tout cas. Ce que j'envisage de faire, c'est de partager avec les gens. Bon, ça va être court, ça va être rapide. Moi, je voudrais mettre en lumière deux erreurs, deux mauvais réflexes. Voilà, deux mauvais réflexes qui sont les nôtres, qui sont très présents dans notre culture et qui, sans qu'on s'en rende compte, nous coûtent cher en énergie, en soucis, en qualité de relation et en résultat business. Et donc, on va aller voir un petit peu à l'intérieur de notre neurologie, dans la façon dans notre biologie, dont on fonctionne. Donc, je vais utiliser un peu mes premières expériences de scientifique pour éclairer un petit peu comment on fonctionne en tant qu'humain quand une situation ne nous convient pas et quels sont les deux endroits à l'intérieur de nous, dans notre savoir-faire, avec nous-mêmes, mais dans la communication avec l'autre, sur lesquels on peut carrément changer la donne. Sur lesquels, au lieu d'être en pilote automatique et d'être un robot qui réagit de cette façon-là, de manière prévisible, on peut avoir au moins 2 ou 3 choix pour être plus habile, plus agile. Okay. Voilà. Donc on va parler de la façon dont notre cerveau perçoit la réalité et comment cette réalité parfois nous fout complètement dedans. Et on va aussi apprendre comment faire en sorte, quand quelqu'un est en difficulté avec nous, ne donne pas satisfaction, comment faire en sorte de recréer tout de suite un terrain d'ouverture, de dialogue, de négociation, quand c'est en train de partir en cacahuète, pour pas qu'on bascule du désaccord au conflit. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Donc en gros, de sortir de la négociation par le haut plutôt que par le bas, si on peut faire une image, quoi. Moi, je dirais sortir du désaccord par le haut, c'est-à-dire en ouvrant une négociation, plutôt que sortir du désaccord par le bas, en se retrouvant avec un conflit où là, il y a un clivage qui va rester dans le temps. Est-ce que tu penses qu'on peut sortir à 100% vainqueur? Alors, j'aime pas le terme vainqueur parce que ça sous-entend qu'il y a un vaincu, et moi je pense que dans une négociation, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. C'est un échange, hein. C'est comme quand les gens... Moi j'avais ce réflexe-là quand j'étais plus jeune, c'est quand j'achetais quelque chose à quelqu'un et qu'il acceptait mon prix, au bout d'un moment je dis je lui ai fait plaisir quand même, il est bien, tu vois. Et à l'inverse, quand j'étais de l'autre côté, j'ai pris son argent. Mais maintenant, je réfléchis plus du tout comme ça. Et je me dis que c'est vrai que des fois, on a tendance à avoir le truc vainqueur-vaincu. Donc toi, est-ce que tu penses qu'on peut sortir toujours vainqueur à 100% d'une négociation? Enfin, vainqueur, j'aime pas le terme, mais toujours gagner une négociation. Enfin, je sais pas. Toujours gagner dans les négociations, mais l'autre gagne aussi. On peut faire en sorte qu'il gagne aussi. Mais est-ce qu'on peut sortir toujours gagnant? Non.
Non, je pense qu'il y a des situations dans lesquelles on voit pas les choses de la même manière, on n'a pas les mêmes besoins, et nos besoins parfois sont antinomiques. Donc c'est des situations dans lesquelles il faut se positionner, c'est ok, pas chez moi, et moi pas chez toi, chacun sa route. Mais il y a des endroits où on ne peut pas sortir gagnant. Le truc gagnant, c'est de s'apercevoir qu'on ne va pas faire perdurer cette relation parce qu'on y perdra du temps et on y gagnera en frustration, et la même chose pour l'autre en face. Donc on s'épargne de la douleur et du conflit. Et parfois, il faut savoir le faire tôt, très très tôt ça. Donc voilà, et quand on le fait tôt, de manière pragmatique, j'allais dire peut-être un peu technique, un peu froide, mais sans avoir été dans le conflit et sans que ce soit un drame, c'est beaucoup mieux, quoi. Ça coûte moins cher en avocat, et ça coûte moins cher aussi, et en émotion aussi. Et dans le couple, ça coûte moins cher en galère. Ouais. Juste un petit aparté, dans le couple, c'est terrible, parce que quand les couples qui ont des enfants, c'est les gamins qui trinquent, c'est-à-dire que l'émotion de l'une et l'émotion de l'un qui restent en travers pendant des années et qui s'envoient des fions, qui font en sorte je t'amène les gamins plus tard, je suis pas allé chercher, j'ai pas donné la pension, machin, etc., juste pour t'embêter. Mais c'est les gamins qui payent le prix toujours. Ça, c'est dramatique. Donc l'émotion, c'est un vrai danger quand c'est pas géré et assumé. Et ça me vient une autre question, parce qu'il est bon Dominique, hein, il est bon. il y a une autre question qui me vient. Comment tu fais toi dans ce cas-là pour Tu vois, imaginons, je vais donner un exemple concret. Tu as un client qui est mauvais payeur, ok, qui te doit beaucoup d'argent, par exemple. Comment tu fais pour qu'à un moment tu te dises, parce que tu sais, on a tous en nous une part de cupidité, donc on se dit, il me faut cet argent, tu vois, par exemple. Comment tu fais pour, parce qu'au bout d'un moment, à tout le temps vouloir aller chercher son argent, moi je pars du principe qu'au bout d'un moment, ça te coûte plus de temps, plus d'énergie, donc il faut arrêter. Donc comment tu fais pour sentir ce palier-là et te dire, ok, je tire un trait sur ce client-là, par exemple, et sur ce marché-là, et sur cet argent-là, et puis c'est fini, quoi. Parce que c'est vrai que c'est délicat, tu vois, des fois on a toujours tendance à vouloir aller chercher plus loin pour avoir cet argent-là, ou ce business-là, ce marché-là. Donc comment on fait dans ce cas-là ? Je crois qu'effectivement il y a une frontière, mais la frontière elle dépend de chacun. Elle dépend de ton degré de patience. Et ton degré de patience, il dépend de ta capacité à stopper le petit moulin et à ne pas perdre ton énergie sur ce truc-là. C'est-à-dire que moi, je suis très persévérant là-dedans. S'il y a quelqu'un qui a un problème financier à un moment donné, qui ne va pas me payer, je peux revenir pendant très longtemps et rappeler la personne sans qu'elle se sente coupable, mais simplement, même pas la rappeler d'ailleurs, faire en sorte de faire un deal avec elle pour qu'elle se sente redevable et qu'à un moment donné, elle assume ce qu'elle me doit. Mais une fois que le deal a été passé, je peux rappeler de temps en temps, renvoyer un petit reminder, mais le reste du temps, je désengage, j'y pense plus. Donc, comme je ne ramène pas, ça ne me coûte pas cher en énergie. Donc, j'ai de la résilience dans le temps. C'est une course d'endurance en quelque sorte. Parce qu'à un moment donné, quand tu tiens quelqu'un pour responsable et que tu ne le pourris pas parce qu'il a des circonstances qui sont les siennes, il ne peut pas te payer, ok, vrai ou faux ? Parce que tu vois, quand tu dis c'est un mauvais payeur, et ça c'est un des trucs qu'on va voir, donc venez, qu'on va voir ensemble. Quand tu dis c'est un mauvais payeur, tu es en train de te raconter une histoire. Donc tu ne peux plus être en contact avec la personne, tu es en contact avec le mauvais payeur que tu as créé dans ta tête. Et là, tu n'es plus un négociateur, tu deviens un harceleur. Donc l'autre, il n'est plus en équivalence avec toi. Déjà là, tu tombes dans la bassesse de notre humanité. Au lieu de rester le super-héros, qui est capable de ne pas se faire emballer par ses propres films. Tu vois, le super-héros, il reste... C'est lui tendre la main, ce que tu veux dire ? Non, c'est lui tendre la main, non, parce que c'est pas de l'empathie, c'est pas vraiment de la compassion même, ça peut en être. Mais l'idée, c'est de dire, ok, ça arrive d'avoir des galères. Ça arrive d'avoir les yeux plus gros que le ventre en disant ça, je vais me le faire, et puis après, je m'aperçois que ça colle pas, machin, ça va. Je comprends, d'accord. Cela dit, tu as une dette envers moi. Okay. Et moi, j'ai donné un service. Tu l'as eu, ce service. Après, tu en as fait ce que tu as voulu, ça c'est ta liberté. Mais moi, j'ai service rendu. En face, service rendu, il y a retour. D'accord ? Alors, tu ne peux pas me le donner maintenant, je comprends. Il y a eu un mauvais calcul, machin, je comprends. Mais à un moment donné, il va falloir me le payer. Donc, moi, je veux bien donner du temps. D'accord ? Et je ne suis pas pressé. Par contre, il me faudra paiement. Et là-dessus, je ne lâcherai pas. D'accord ? Donc, c'est très clair. Là, je me suis un peu perdu dans ce que j'étais en train de dire. Mais c'est ça. Et de dire à la personne, donc je reviendrai régulièrement. Et là, pour l'instant, je voudrais que tu me dises, là, est-ce que là, maintenant, tu es capable de faire un point en termes de visibilité ? Combien de temps tu te donnes pour pouvoir me régler le solde de ce que tu me dois ? Est-ce que c'est 6 mois, 1 an, machin ? Et si pour l'instant c'est trop flou, tu peux pas, ok, ça m'est arrivé aussi d'être dans le flou. Respect. D'accord ? Mais c'est pas parce que tu es dans le flou que je n'aurai pas paiement pour le service rendu. On est d'accord là-dessus ?
vois. Donc on reste dans une position d'équivalence avec l'autre. Et tu penses pas qu'avec le temps, enfin je sais pas, je te pose la question, hein, avec le temps, j'avais un de mes clients qui s'appelle Grégory, je lui passe le bonjour, que tu connais d'ailleurs, qui m'a fait une excellente métaphore un jour. Il m'a dit, tu sais, un mec quand il est dans le désert, tu as de l'eau, il est prêt à te payer n'importe quoi pour avoir cette eau-là. Il va te dire, je vais te payer 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros, 50 000 euros. Ouais. Tu vois, tu lui dis, bon ok, on est d'accord pour 10 000 euros. À partir du moment où il a bu cette gorgée d'eau, ta gourde, elle vaut même plus 10 centimes d'euros. Ouais. Donc, est-ce que tu penses qu'avec le temps, ça va pas amoindrir, pas la dette ou l'argent ou le montant qu'il te doit? Ça dépend des gens. Je dis pas qu'il y a pas des mauvais payeurs, et il n'y a pas des gens effectivement qu'une fois qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils te doivent plus rien, etc. Ça existe, d'accord. Mais la probabilité que ce soit moi-même qui le crée par la façon dont je juge l'autre, elle est plus forte que le nombre de gens qui existent qui sont vraiment comme ça. Des gens qui ont des galères, il y en a plein. Et la vie, c'est des galères. D'accord. Et la plupart des gens sont pas malvenants, et ils ont aussi un honneur à défendre. C'est-à-dire que quand tu traites la personne de manière honorable en disant « je sais que tu es une personne honorable, si tu peux pas, je te fais confiance, je sais que… » D'accord. Si tu tombes sur un de ces malades, bien sûr qu'il ne te paiera jamais, et qu'au bout d'un moment, tu lâcheras. Mais si tu le traites comme quelqu'un d'honorable, et que tu sais qu'il va honorer sa dette à un moment donné, et que tu n'as aucun doute dessus, le mec, c'est cette vision, c'est cette image de lui que tu renvoies. Et si tu as été respectueux tout du long, il y a une bien plus grande chance qu'il trouve le moyen de te payer, même si c'est petit à petit. Ok. Voilà. Donc, et si toi, ça ne te bouffe pas la rate parce que ça ne te coûte pas beaucoup en temps, tu te mets un petit reminder, tu renvoies ton petit truc, c'est fait. Ça coûte pas. Voilà. Et donc, ça veut dire que, bien sûr, tu auras de la perte au feu, mais tu auras moins de perte au feu que si dès le départ tu considères que c'est foutu, parce que toi-même, tu te bouffes ta rate, tout seul. Hein. Et tu te racontes Donc, une histoire. tu te racontes une histoire. Et en gros, tu es en bataille avec une histoire, tu n'es pas dans la réalité. Ok. Voilà. Ok. Bah écoute Dominique, merci beaucoup pour cette interview. En tous les cas, c'était une interview de grande qualité. Je te remercie. Voilà, super, c'était une interview de grande qualité à cause de la qualité de la Bah, écoute, en tous les cas, voilà. C'était excellent, c'était plaisant à refaire. En tous cas, je mettrai, pour ceux qui veulent avoir les coordonnées de Dominique, il me donnera les liens qu'il souhaite que j'indique dans la description. De toute façon, si vous voulez le voir en vrai, lui serrer la main, lui serrer la pince et négocier avec lui ou voir comment il peut vous aider dans les négociations, vous venez à Ironmind, vous prenez votre place, comme ça vous pourrez discuter avec lui, il sera sur scène, il sera dans le public toute la journée aussi, donc vous pourrez discuter avec lui et je mettrai aussi ses liens dans la description. Merci beaucoup Dominique pour Franck, cette interview. merci Tavi, merci pour cette interview et puis merci pour le privilège de passer sur scène avec toi. Très bientôt. Avec plaisir. Je vous dis à très bientôt les amis et puis dites-moi en commentaire, vous faites comment pour négocier votre femme pour changer de chaîne ou vous négociez votre mari, dites-le moi dans les commentaires et dites-moi surtout si vous pensez que les infos que Dominique vous a données vont vous permettre de mieux négocier, que ce soit dans votre business ou dans votre vie, bien que votre vie fait partie de votre business et votre business fait partie de votre vie. C'est indissociable. En tout cas, au 8 février alors. Hein. Ah oui, février. Allez, ciao, bye.